Bonjour, il est 15 h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema a quitté ce matin la capitale pour y gagner Malabo. Et en Libye, 11 migrants sont morts en mer, 263 autres ont été secourus. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Bassago a quitté ce matin la capitale Djibouti pour regagner Malabo au terme de sa visite officielle de 2 jours effectuée en République de Djibouti à l'invitation du chef de l'État Ismaïl Marguelé. Le président Théodore Obiang Nguema a été salué à son départ par le chef de l'État djiboutien. Cette visite donc a permis aux 2 pays de signer plusieurs accords de coopération et jeter les bases d'une relation plus étroite entre les 2 peuples et les 2 pays amis et frères. Lors d'un bref entretien au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti, le président Obiang s'est félicité donc aux côtés du chef de l'État au cours de son séjour de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé pour lui ainsi que pour sa délégation qui l'accompagnait dans ce déplacement. Peu avant son départ, donc, le président de la République de la Guinée équatoriale, Obiang, a effectué aujourd'hui une visite à la station d'atterrissement des câbles de télécommunications sous-marins à Haramouz. Lors de son déplacement à la station d'atterrissement des câbles sous-marins, le président Obiang a été accompagné par le ministre de la Santé, Dr Jamaï Moukié. Arrivé sur le lieu, il a été accueilli par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, et le directeur général de la société de télécommunications Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, accueilli par les principaux responsables également de ce centre. La délégation guinéenne a eu droit à une présentation sur les différents avantages offerts par ces autoroutes de l'information et de la communication. Ces câbles relient l'Europe à l'Asie en passant par Djibouti et connectent également plusieurs pays de la sous-région. La visite guidée du président guinéen sur le lieu a permis donc à lui et à sa délégation d'avoir donc des informations sur les efforts consentis par Djibouti en matière de télécommunications, ce qui lui permet d'être un pôle important d'interconnexion dans le monde avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président de la Guinée équatoriale et sa délégation ont pu voir de près les équipements ultra modernes de cette station d'atterrissement des câbles sous-marins avec les câbles Simway 5, AZ, EUJ, Seicom ou les câbles régionaux. Tous ces atouts font de Djibouti donc un hub de télécommunication. Eh bien, Asma Oubaker nous a rejoint sur le plateau pour nous en parler donc de cette visite qui est à terme du chef de l'État équato-guinéen qui a quitté la capitale. Bonjour Asma. Bonjour, alors résumons un peu les étapes de cette visite. Juste avant son départ, le président Obiang a visité, comme vous l'avez dit, la station de câble sous-marin de Haramouz. Mais hier, donc, dès son arrivée, le président Théodore Obiang Nguema
Obasanjo, qui a été reçu par le chef de l'État, Ismaël Marguerite, à la présidence de la République. Un premier tête-à-tête a suivi d'une réunion bilatérale qui a abouti à la signature de plusieurs accords de coopération économique. Le président équato-guinéen a indiqué que ces accords seront bénéfiques pour les deux parties et qu'ils seront concrétisés incessamment. Et bien Ali, par la suite, il a prononcé un discours important à l'Assemblée nationale devant les parlementaires djiboutiens. Vers midi, donc, le président djiboutien a offert un déjeuner hier en l'honneur du président Obiang et à sa délégation. Et dans l'après-midi, le président de la Guinée équatoriale a visité les différentes installations portuaires de notre pays. On l'a vu hier. Il s'est rendu successivement à la zone franche au port de Doralé, géré par une société djiboutienne, et au Doralé Multipurpose Port, donc le GMP, le nouveau fleuron des infrastructures portuaires de notre pays. Et bien, Ali est accompagné par le ministre. Il était accompagné du ministre de la Santé, ministre djiboutien, Dr Jamal Mewakhi, et le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Hadi. Le président Obiang et sa délégation ont beaucoup apprécié les infrastructures portuaires de la République de Djibouti, qui est très moderne avec des grandes capacités. Ces infrastructures portuaires sont situées, on le rappelle donc, sont situées sur une position stratégique face au détroit de Bab el-Mandab, une grande voie du commerce maritime mondial à partir des ports et où l'accès est facile vers les pays africains, notamment vers les pays du COMESA. Par la suite, le président Obiang a visité la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications. C'était à Haramous, accueilli par le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué. La délégation guinéenne a eu droit à une présentation sur les différents avantages offerts par ces autorités sous-marines qui, rappelons-le, alimentent plusieurs pays de la sous-région. Merci Asma Bakir pour ces explications. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous poursuivons avec ce communiqué du chef de l'État au nom du président de la République. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed salue la mémoire de feu Habib Ali Milah, décédé en Éthiopie. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed donc a adressé dans ce communiqué au nom du chef de l'État et en son nom propre les condoléances les plus attristées à la famille du défunt Habib Ali Milah, décédé avant-hier en Éthiopie. C'était une personnalité très influente. Le Premier ministre a également ajouté que la disparition de feu Habib Ali Milah est une grande perte pour toute la communauté éthiopienne, plus particulièrement pour la communauté afar de l'Éthiopie. Le défunt Habib Ali Milah laisse donc une nombreuse famille derrière lui en Éthiopie, Djibouti et dans les pays arabes également. Aux États-Unis, nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah. Ce lundi 23 avril 2018, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est tenue la séance solennelle d'ouverture des activités du Parlement pour sa première session ordinaire de l'année 2018. La cérémonie officielle a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des élus nationaux, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et des agences onusiennes, des préfets, des autorités locales et coutumières. Véritable temps fort de la journée, c'était donc les allocutions du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre qui ont lancé le cours de cette plénière et qui a vu dans son prologue une réception officielle offerte par la représentation nationale. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a rappelé l'importance de cet événement qui, donc, je cite, a indiqué a fait une présentation de la situation économique du pays, du respect et de la préservation de la démocratie et des droits humains. Et ce, depuis donc l'accession à la magistrature suprême du pays par le chef de l'État actuel, Ismaël Omar Guelleh. Il a affirmé dans son allocution qu'aujourd'hui, nul besoin de démontrer les grandes mutations positives amorcées par la République de Djibouti et des réponses qu'elle a su apporter aux défis donc des cruautés d'un univers de plus en plus mondialisé. Et de son côté, le Premier ministre a indiqué, donc, je cite, particulièrement important, cette journée d'aujourd'hui me permet en tant que Premier ministre, moi-même Abdelkader Kamil Mohamed, de présenter au public les lignes fondamentales de la politique définie par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Je propose de suivre les propos du Premier ministre. Que M. Barkadour Hamadou repose en paix au paradis. Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence à sa mémoire. Amin. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous présente maintenant à vous tous, mesdames et messieurs les députés, tous mes compliments pour votre élection et pour votre engagement pendant la campagne électorale. Au nom du gouvernement, je souhaite également féliciter l'ensemble de la population pour la maturité exemplaire dont elle a fait preuve au cours de cette élection. Je tiens à souligner cette grande avancée démocratique que représente la participation fortement accrue des femmes au sein de cette Assemblée. Je voudrais attirer l'attention de tous sur ce qui me paraît être la plus grande réalisation du président Ismaël Omar Guelleh. Il ne s'agit pas d'un grand monument, ni d'un grand ouvrage facilement visible, mais c'est plus important que tous et plus important que même notre unité réalisée à notre indépendance. Il s'agit de l'ancrage dans la population d'un profond sentiment national. Tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes veulent défendre la nation contre toutes les attaques, qu'elles soient internes fomentées par des extrémistes ou qu'elles viennent de l'extérieur. Ils veulent préserver ce qui a été fait pour eux et leurs enfants.
Ils veulent protéger leur pays. Ceci est définitivement enraciné en nous grâce au président de la République. Et tous les actes et les décisions présidentielles sous-tendent cette volonté d'avoir une nation forte, capable de résister à toutes les épreuves. La politique gouvernementale vise 3 objectifs principaux. Un développement économique de Djibouti et de l'ensemble du pays rapide et profond qui nous différencie des régions limitrophes. Un développement social sans cesse relancé pour associer aux bénéfices des fruits de la croissance l'ensemble de la population, y compris les plus défavorisés, ce qui en fait une spécificité purement djiboutienne. Une qualité de vie souvent enviée et qui fait que chaque habitant dans le pays se sent plus heureux à Djibouti. En bref et en image avec cette réception du ministre des Transports qui a reçu hier après-midi dans la salle de réunion du département une mission commerciale de l'Afrique du Sud, notamment du groupement d'industrie et d'ingénierie des technologies. Cette délégation a été accompagnée par l'ambassadeur d'Afrique du Sud accrédité à Djibouti qui a pour résidence à Addis Abeba. La délégation comprend des PDG des plus grandes sociétés sud-africaines. La discussion donc a eu lieu avec le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, les hauts cadres du département, notamment le directeur général de la société des chemins de fer, Mohamed Roblé, a été également convié à cette réunion. Cette délégation commerciale compte donc discuter avec les membres du gouvernement des infrastructures du pays dans les jours à venir. Cérémonie de signature djibouto-japonaise, une cérémonie de signature de PV, de discussion portant sur l'étude préparatoire du projet d'amélioration de la route nationale 1 a eu lieu hier dans la salle de réunion. Le projet consiste la réhabilitation du premier tronçon de la route nationale 1 qui va donc avec un financement du gouvernement japonais par le biais de la JICA. Des jeunes, exécutés par le PNUD, en collaboration avec beaucoup d'acteurs qui sont ici présents aujourd'hui, y compris le secteur privé, est tout à fait une nouvelle tentative et une idée innovante qui aborde l'enjeu important ici à Djibouti, qui est le chômage. Après plusieurs activités menées avec 12 ans, dans le cadre de ce projet, on arrive aujourd'hui à la validation du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi. Et cet atelier de formation sur les compétences en négociation des accords multilatéraux qui s'est ouvert hier au Palais du Peuple, initié par l'Organisation régionale pour la protection de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, PERSGA, en étroite collaboration avec le ministère djiboutien de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Dont les travaux vont se poursuivre durant 3 jours de suite, c'est été animé par des experts internationaux sur la sécurité et l'environnement et marin. La cérémonie d'ouverture de cette formation présidée par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dina Abdallah, en présence du directeur de l'Environnement du ministère, Hussein Roblé Ridache, et du conseiller technique du ministre. La tenue de cet atelier national s'inscrit dans le cadre des efforts de la PERSGA pour renforcer les capacités de négociation de ses États membres, car la négociation internationale avec les représentants du pays, du monde, représente un grand défi et implique beaucoup de complexité en raison des intérêts politiques et économiques qui est dû à l'inexpérience de ce pays de l'Afrique. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère a indiqué les compétences et les négociations qui ont été acquis par les membres du ministère. Je vous propose de suivre. C'est un honneur pour moi de présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de formation sur les compétences en négociation sur les accords multilatéraux sur l'environnement. L'assise qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des compétences
en négociation sur les accords multilatéraux sur l'environnement. Pour progresser vers les objectifs établis dans les accords multilatéraux sur l'environnement, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement organise cette formation en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du Golfe d'Aden, connue sous le nom de Persiga. L'objectif de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'améliorer les compétences et les capacités des cadres nationaux dans les négociations internationales afin de former un pool d'experts chargés de négociations au niveau national, régional et international dans le cadre des conventions relatives à l'environnement. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier le Persiga qui nous appuie depuis de nombreuses années dans les activités de protection et de préservation de notre environnement côtier et marin. Vous souhaitez à tous et à toutes des échanges d'informations pertinents et fructueux. Je déclare ouvert l'atelier national de formation sur les compétences en négociation sur les accords multilatéraux sur l'environnement. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières. En Libye, les gardes-côtes ont repêché les corps de 11 migrants clandestins alors que 263 autres personnes ont été secourues. Omer Ferdous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Tout à fait, Ali. 263 migrants lors d'une première opération. Une patrouille de garde-côtes a donc parcouru et secouru donc 83 migrants clandestins et récupéré 11 corps sur un bateau pneumatique à 5000 miles au nord-ouest de Sabrata, situé à 70 km de Tripoli. La seconde opération a eu lieu au large de Zliten, où 180 migrants des différentes nationalités africaines ont été secourus de 2 bateaux pneumatiques, selon le général Qassem, qui a précisé qu'ils avaient été ramenés au port de Tripoli. Et cette visite du président français Emmanuel Macron, qui a entamé donc hier une visite à Washington, où il doit notamment convaincre le président américain Donald Trump de s'en tenir aux accords nucléaires passés avec l'Iran. Le président français, Ali, comme vous le dites, Emmanuel Macron, entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours aux États-Unis à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Depuis que les deux dirigeants sont arrivés au pouvoir en 2017, Paris et Washington ont des préoccupations communes en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le soutien au G5 Sahel. Ce bloc sécuritaire réunissait le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger. La visite de Trump l'été dernier coïncidait avec le défilé militaire du 14 juillet qui a contribué donc à avoir des échanges de déclarations de bienvenue de l'un et l'autre sur les questions internationales. Donald Trump menace de dénoncer l'accord 2015 sur le programme nucléaire iranien, le qualifiant d'un des pires du jamais vu. Washington a donné jusqu'au 12 mai aux pays européens signataires comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne pour qu'ils corrigent ce terrible défaut qu'ils qualifient donc. Par ailleurs, la sortie du mauvais accord de Paris sur le climat, le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, à Jérusalem, font partie des autres sujets sérieux qui seront traités. Les différends sont également visibles concernant le rôle de l'organisation sur le traité nord-atlantique, l'OTAN. Washington fait pression sur ses alliés européens pour qu'ils se conforment à l'objectif consacré 2% de leur PIB à la défense, laissant entendre que les mauvais élèves ne seraient plus protégés. L'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, comparé aujourd'hui devant la justice internationale 2 ans après avoir été condamné à 40 ans de prison pour génocide et notamment pour son implication dans le massacre commis en 1995 à Srebrenica. Tout à fait. Donc l'ancien chef des séparatistes, âgé aujourd'hui de 72 ans, plus responsable que jamais, jugé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fait appel de sa condamnation pour génocide pour le massacre de juillet 1995, sur la zone de sécurité sous protection théorique de l'ONU. 8000 musulmans de Bosnie, hommes, adolescents, ont été tués par des séparatistes bosno-serbes. Il a également été reconnu coupable de 9 autres chefs d'accusation de crimes de guerre. Il a dressé une liste d'une 50aine de griefs et il entend faire valoir pour faire annuler sa condamnation.
Enfin, on termine avec ce mot de sport et concernant le championnat d'Angleterre de première division ou la première ligue, comme on l'appelle, le joueur égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu joueur de l'année au Royaume-Uni. Et oui, c'était hier soir. Mohamed Salah, l'attaquant international égyptien de Liverpool, a remporté le prix du meilleur joueur de la première ligue décerné par l'association des footballeurs professionnels. L'ancien joueur de la Roma succède à N'Golo Kanté de Chelsea, recruté l'été dernier pour un peu plus de 40 millions d'euros. Mohamed Salah, âgé de 25 ans, l'attaquant international égyptien de Liverpool, rafle la mise, auteur de 31 buts, 9 passes décisives cette saison en championnat. Le numéro 11 des Reds a remporté hier le prix du meilleur joueur décerné par l'association des footballeurs professionnels. Merci Ferdous, on referme avec cette image. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.